Tu serais aux anges de nous voir tous réunis si nombreux aujourd'hui. S'il en était besoin, voici encore la dernière preuve de ta capacité à rassembler toutes les générations autour de toi. Beaucoup sont venus de loin pour toi, toi qui allais les voir autour du monde. Mais je t'entends déjà rétorquer. Celui-là, il est venu, mais il ne me téléphone jamais, avec cet humour acerbe qui touchait de plein fouet. Ce matin, les anges sont prêts à t'accueillir au Gan Eden. Le fil de ta vie, cette comédie dramatique aux multiples rebondissements, a brutalement pris fin vendredi matin et nous sommes encore sous le choc. On se sent un peu floués, nous, les autres acteurs et spectateurs, car nous nous sommes persuadés que tu étais éternel et que, comme toutes ces séries aujourd'hui sur Netflix, il y aurait encore une autre saison. Irena Weizberg est née le 9 février 1925 à Lwów, la ville des Lions, capitale de Galicie, cette petite Vienne de la Nouvelle République de Pologne, dont le tiers des habitants étaient juifs. Elle apparaît dans le foyer de Clara et Léon Weizberg, où se trouvait déjà une petite fille de 3 ans, Tamara, orpheline de son père Nahum. 2 ans plus tard naissait sa petite sœur, Vera. Mais, à nouveau, comme Tamara, les 2 petites filles perdent leur papa d'un brutal arrêt cardiaque en 1928. Voici notre grand-mère, Clara, notre bobonne, 2 fois veuve à 29 ans, devant subvenir aux besoins de ses filles et de sa maman. Elle alla travailler dans un cinéma comme caissière. Comme dans Cinéma Paradiso, la petite Irka se glisse dans la salle obscure et s'émerveille devant les stars d'Hollywood. Ce fut sa première histoire d'amour avec le cinéma. Irena était pétrie de culture polonaise, adorait la poésie de Adam Mickiewicz et Julian Tuwim, la littérature et la musique. Cet univers, celui de tous les Juifs d'Europe de l'Est, fut brutalement secoué en septembre 1939. Dans la classe de son collège, une professeure stalinienne remplaça la polonaise de la veille et proclama « À partir d'aujourd'hui, nous parlerons russe ». Ce fut sa 2e langue, suivie bientôt de tant d'autres. Il m'est impossible ici de raconter ce qui se passa entre le 25 juin 1941, quand la chasse aux Juifs débuta, et l'arrivée en Suède en février 1945. L'histoire de l'enfermement dans le ghetto, de la fuite vers l'Allemagne, de la traque, des activités clandestines, de l'arrestation, de la déportation de Ravensbrück et de la libération vers la Suède d'Irina Leszczyńska, son nom d'emprunt, mériterait à elle seule des jours entiers. Jamais elle ne révéla sa véritable identité, et à chaque étape de son incroyable épopée, son courage faisait froid dans le dos. Cette volonté farouche de survivre, cette ténacité acharnée, ne la quittèrent jamais, jusqu'à ce jeudi soir, quand elle décida de sortir prendre l'air avec ses chers Michel et Simone, malgré son grand état de faiblesse. Elle garda de toute cette époque une horreur de la misère et de la violence, même sous forme de fiction. L'arrivée en Suède en 1945 et l'accueil de la famille Hägerstrand fut comme la découverte du paradis. Et maman garda toute sa vie un rapport exceptionnel avec la Suède et avec cette famille, couvrant 5 générations. Elle n'y séjourna qu'1 an, mais sa maîtrise de la langue impressionnait tous ses interlocuteurs suédois. C'est un fameux télégramme qui révéla à maman que notre grand-mère avait survécu Auschwitz, Bergen-Belsen et la marche de la mort, et était installée chez son neveu à Anvers. Fille et mère se retrouvèrent en septembre 1946 en Belgique et firent la promesse de ne plus jamais se séparer. Elles restèrent inconsolables de la mort de Vera en mai 1943, fusillée à 16 ans. Maman rencontra notre cher papa, Edmund Edek, en 1947, chez une amie commune, et fut tout de suite impressionnée par sa droiture, sa culture juive et son idéal sioniste. Lui aussi venait de ce Lwów tant aimé, un atout exceptionnel. Ce fut le début de leur union, qui dura jusqu'à sa disparition en février 1998, mais aussi le commencement de son extraordinaire dévouement à la communauté juive et à Israël. Irka et Edek se marièrent en 1949 et la petite Danielle amena, en février 1950, un sourire sur le visage de sa mère et de sa grand-mère, qui arrêta enfin de pleurer sa fille. Gabriel suivit en octobre 1953 et moi-même en décembre 1964, alors que maman avait 39 ans, un record pour l'époque. La maison Hertz devint alors une véritable ruche, où des visiteurs multilingues se succèdent, venant des 4 coins du monde.
Chaque occasion faisait l'objet d'une fête, y compris bien sûr Rosh Hashanah et Pessah. Une fameuse photo montre un grand seder en 1963 au boulevard Louis Schmitt, alors que les caisses n'étaient pas encore défaites. Je le disais déjà, il y a 14 ans, bien avant l'invention d'Internet, il y avait le Irene Messenger qui rassemblait des amis du monde entier. Maman était aussi une voyageuse, allant apporter sa bonne humeur, son enthousiasme et son amitié d'une loyauté sans faille à tous ceux qu'elle connaissait de par le monde. Cette amitié incluait les enfants de ses amis, qui témoignent aujourd'hui de ces extraordinaires relations qu'elle développa avec eux. Ainsi, des fan clubs d'Irène existent aujourd'hui partout, de Floride en Australie. Durant toutes ces années, maman s'investit de plus en plus dans la communauté juive, d'abord en aidant les éclaireurs israélites, puis au Maccabi, au Conseil international des femmes juives, à Hatikva, et puis surtout chez ces admirables femmes pionnières, devenues Nahamat, dont elle fut l'hyperactive vice-présidente. De très nombreuses personnes ici peuvent témoigner de son dynamisme et de sa persévérance sans limite. La période précédant un thé dansant était si intense qu'on pouvait lui parler d'autre chose. Jusqu'à très récemment, elle était injoignable le mardi après-midi pour cause de réunion. Quel extraordinaire exemple pour toutes les générations futures. Maman devint mémé en 1980, à la naissance de sa première petite fille, Liat. Ce fut une super mémé, toujours prête à voyager, à soutenir, à accueillir et à nourrir ses petits-enfants. Elle ne rata aucune bat mitzvah et bar mitzvah en Australie, où elle fêta ses 90 ans. Elle pouvait ainsi passer des heures à faire des choux farcis, à jouer au Scrabble et à devenir leur confidente. Leurs amis étaient intrigués de rencontrer Mémé de Bruxelles. Il y a quelques mois encore, Samuel amena 2 copains d'Israël pour 3 jours. Et leur principal souvenir de Belgique fut Mémé. Il y a 12 ans, maman interpréta le rôle de Tante Mala dans les aventures de Simon Konianski. Jonathan Zaka et Misha Wald viennent de nous le témoigner. Maman les faisait tant rire sur le plateau de tournage. Tante Mala apparut sur les écrans du monde entier et fait désormais partie du firmament des acteurs et actrices. Un véritable rêve d'enfance. Comme nous le savons tous, les stars ne meurent jamais. Il y a quelques semaines, nous étions encore tous réunis à Bruxelles pour un Shabbat mémorable où nous levions le verre à sa santé qui, depuis 2 ans, connaissait quelques revers. Mais nous n'aurions jamais cru être de retour si vite pour lui dire au revoir. Notre maman était une femme extraordinaire. Comme le décrit Yuval Harari, ce qui distingue l'être humain parmi toutes les espèces est sa capacité unique de collaborer, de s'organiser en groupe. Maman, Irka, Irena, Mémé était un vrai mensch et son humanité, sa capacité d'aller vers l'autre transcendait tout son être. Je vais emprunter les magnifiques mots de ma nièce à propos de ma grand-mère. Vive d'esprit, tenace, toujours en éveil, dynamique, hyper sociale, passionnée de musique, survivante de la Shoah, actrice dans un road movie, polyglotte aussi langue, et bien plus encore. Notre exceptionnelle maman, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et amie, Irène, nous manquera énormément. Que sa mémoire soit bénie, puisse-t-elle nous inspirer et éclairer tous les jours de notre vie.